Le point numéro 16, c'est de permettre à tous les enfants d'avoir accès à la culture la plus développée et promouvoir une élite dont non de naissance mais de mérite. C'était telle quelle la formulation du programme du Conseil national de la résistance. Alors moi je n'hésite pas, pourtant Dieu sait si j'aime mon pays, mais je n'hésite pas à parler ici d'une honte nationale, c'est qu'en France, 40% des enfants scolarisés ont des difficultés importantes pour lire et écrire à l'issue de l'école primaire. Ces difficultés conditionnent tout, leur avenir scolaire évidemment, mais aussi leur bien-être, leur accès à la culture et leur intégration dans la société. Il n'est pas tolérable que dans un pays comme la France, en 2012, il y ait 40% des enfants scolarisés qui aient de grosses difficultés pour lire et écrire quand ils sortent de l'école primaire. Ce pourcentage est d'autant plus scandaleux que la France, justement, avait été à l'origine de ce que l'on a appelé les hussards noirs de la République, la grande troisième République française à laquelle ma famille doit tant, puisque je suis, mes arrière-grands-parents étaient des paysans du Loiret. J'ai rappelé dans d'autres cercles que j'ai un de mes ancêtres qui s'appelait François Asselineau, qui était un paysan qui savait quand même, semble-t-il, écrire son nom, qui a signé le cahier de doléances d'un petit village de Saint-Denis de l'Hôtel dans le Loiret, face à la ville de Jargeau, d'ailleurs, qui avait été libérée par Jeanne d'Arc en 1429. Et donc, eh bien, cet ancêtre avait signé ce cahier de doléances le 21 avril 1789. Alors, je vous dis tout ceci parce que eh bien, je suis comme le résultat de beaucoup de familles françaises, c'est-à-dire de gens qui ont bénéficié de la Troisième République et justement de ce que l'on va appeler ces hussards noirs, c'est-à-dire ces instituteurs. Et regardez, cette photo est assez extraordinaire, où l'on voit sur ce tableau noir le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Écrit, vous avez vu comment c'est écrit sur ce tableau noir devant ces petits-enfants. Hein, c'est une photo qui doit dater à peu près de 1910. Voilà. Donc, il n'est pas normal que la France, qui avait atteint un tel degré d'alphabétisation au milieu du XXe siècle, ou en 1960, 95% des jeunes Français en 1960 sortant du système primaire savaient lire et écrire parfaitement. Maintenant, si nous sommes tombés à 40%, c'est qu'il y a un problème. C'est d'autant plus scandaleux qu'en ce moment même, des centaines de millions de jeunes Chinois, de jeunes Japonais, de jeunes Taïwanais font l'apprentissage d'une lecture et d'une écriture infiniment plus complexe, je vous prie de me le croire, puisque je me suis frotté à ça et je ne suis parvenu, après bien des études, quelques années, qu'à arriver à lire et à déchiffrer environ 350 caractères, parce que j'ai fait ça quand j'avais 24 ans et 25 ans. Et que vous savez qu'il faut savoir en lire et en écrire 1850 pour pouvoir lire un journal. Donc comment se fait-il que des centaines de millions de jeunes enfants à l'autre bout du monde, dans ces pays justement qui sont en pleine ascension économique et industrielle, comment se fait-il qu'eux parviennent à ce que nous avons de moins en moins de facilité à parvenir? Donc il n'y a pas de fatalité. La montée de l'illettrisme en France est le symptôme d'une société en crise ayant perdu ses repères. D'où la revalorisation de l'instruction publique qui sera l'une des grandes priorités du quinquennat, avec d'abord le lancement d'un plan d'urgence qui sera le plan lecture pour tous. Ce plan national aura pour objectif que tout élève scolarisé en France bénéficie à court terme d'un enseignement efficace de la lecture et que le taux de difficulté de lecture à l'issue de l'école primaire tombe de 40% à moins de 10% en l'espace de 5 ans. Et là, il va falloir prendre le mors aux dents. Et en particulier, les professeurs d'école recevront une formation spécifique incluant les dernières avancées dans l'enseignement de la lecture, car la liberté pédagogique ne peut s'exercer que de manière éclairée. Et puis les parents, puisque nous sommes en démocratie, les parents, quant à eux, doivent avoir la liberté de choisir l'enseignement qui leur paraît le mieux adapté à leur enfant.
L'instruction publique doit également lutter contre ce que j'appelle la misère culturelle, affective et psychique. Il faut rétablir la force de l'idée de l'ascenseur social au mérite. Il faut rétablir la puissance de l'instruction publique qui est la solution décisive pour affaiblir les menaces qui pèsent sur la cohésion nationale. Le système, il est là et c'est là que nous devons porter le fer. Il faut donc endiguer le cycle de violence par un programme ambitieux à la hauteur de la France qui comprendra d'abord la rénovation nécessaire de nombreux établissements, en particulier des lycées et des universités qui parfois sont dans un état déplorable. Il faut placer la maîtrise non seulement de l'écriture en primaire, comme je viens de le dire avec ce grand plan d'urgence, mais aussi plus généralement la maîtrise de la langue française et l'enseignement approfondi de l'histoire comme objectif principal dans le collège. Un peuple à qui on vole son histoire est un peuple auquel on vole sa liberté. L'éducation doit redevenir un droit sacré qui doit porter toute notre attention. Nous devons également procéder à la revalorisation de la fonction enseignante, avec une amélioration des conditions de travail et de rémunération, avec la titularisation de certains personnels, des qualifications revalorisées, un accès facilité à la formation pour les enseignants et porter un effort particulier, évidemment, dans les zones dites sensibles, vers lesquelles il ne faut pas envoyer des jeunes enseignants, mais plutôt des enseignants qui ont déjà de la maturité, et avec des programmes qui permettront de faire comprendre que la seule façon de s'en sortir quand on est dans un quartier sensible, eh bien, c'est l'école de la République. Encore faut-il pour cela, et j'y reviendrai à la fin de cette conférence, que l'exemple vienne d'en haut. Encore faut-il pour cela, vous connaissez ce proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête. Encore faut-il que pour que les jeunes dans tous les quartiers, y compris les quartiers sensibles, aient foi dans l'ascenseur social et dans la République, encore faut-il que cet ascenseur social en effet marche, et encore faut-il qu'en effet il y ait à la tête de l'État des gens qui méritent le respect. Bien entendu, avec une répression sans faille de toute agression physique ou morale contre les enseignants. Et puis, il faut une instruction publique qui forme des adultes autonomes et réfléchis, et pas prioritairement des salariés consommateurs. Le temps de l'enfance et de l'adolescence doit demeurer prioritairement celui de l'apprentissage de la vie et de la culture, un peu aussi celui de l'idéalisme et de la gratuité. Nous sommes tous passés par là, c'est quand même un des grands moments de la vie, il ne faut pas violer cette période-là. La formation au monde de l'entreprise et à l'univers marchand n'a pas sa place jusqu'à la fin de la classe de 3e.